Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Aristide Athanasiadis, qui est à la fois chercheur et producteur du podcast Circular Metabolism et qui invite dans le cadre d'un podcast enregistré en public, en direct, là maintenant, Dominique Gauzin-Müller, qui est aussi architecte, chercheuse, qui est la fondatrice du prix Terra Fibra Materia et commissaire de l'exposition Materia, dont on a un petit morceau en bas dans le garage que vous pourrez visiter après ces conférences du matin. Je vous laisse la parole. C'est parti. À vous de jouer. Merci beaucoup, Céline. Merci, Céline. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Peut-être juste pour démarrer, est-ce que certaines et certains parmi vous écoutent des podcasts déjà? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous êtes des adeptes de podcasts? Ok, bon. Est-ce que par hasard, vous connaissez le podcast Circular Metabolism? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu? Ah, voilà. 2, 3, oula, on est entre nous. Très bien. L'idée, comme Céline a mentionné, c'est que nous allons avoir une conversation comme si on était cloîtrés sans vous. On va faire semblant que vous n'êtes pas là et on va enregistrer un podcast qui va être aussi par après diffusé que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute. Il s'agit du podcast Circular Metabolism. Je vais essayer de voir. Voilà. Nous avons aussi quelques slides en même temps qui vont nous permettre d'être le support visuel de notre conversation. Maintenant, je me mets vraiment dans ma bulle. Je fais exactement comme je fais normalement. Donc, vous voyez les coulisses d'un podcast. Je lis une introduction et sur base de ça, on a notre échange. Alors, on va voir si on aura aussi du temps par après pour avoir des questions, mais on a 55 minutes. Je vois le retour là-bas. C'est parti. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Metabolism, le podcast bimensuel qui interviewe des chercheurs et des chercheuses pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés, ou en d'autres mots, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants, et comment les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Aujourd'hui, nous allons parler du poids lourd climatique qui est le secteur de la construction. Il est responsable de la moitié des extractions de ressources au niveau planétaire et environ 40% des émissions de carbone au niveau mondial. Face à ce constat, on doit réparer d'une certaine manière le secteur de la construction et ménager notre rapport aux écosystèmes, et on doit se poser la question de comment faire. Aujourd'hui, la thématique, c'est la régénération. Donc la question est comment les matériaux régénératifs peuvent nous aider à cette quête. Donc Céline t'a déjà un peu présenté, mais j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Gauzin-Müller. Dominique est architecte et chercheuse. Elle travaille depuis plus de 40 ans sur la promotion de l'architecture un peu différente, plus en phase avec ces enjeux socio-écologiques que nous allons parler. Elle est l'auteure de plein d'ouvrages. Il y en a certains dans la librairie juste derrière, enfin dans la petite bibliothèque juste derrière. Et elle est commissaire également de différentes expositions. Vous pouvez aller voir l'exposition Materia à midi 30, je pense. En 2018, elle a lancé le mouvement pour une frugalité heureuse et créative dans l'architecture et le ménagement des territoires. Donc nous allons parler de tout ça ensemble. On va faire d'abord un bref diagnostic du secteur de la construction. On va parler du mouvement pour une frugalité heureuse et créative et finalement, on va parler du potentiel des matériaux régénératifs pour réparer le secteur de la construction. Bonjour Dominique. Bonjour. Merci de faire partie de ce podcast en personne. Lorsque Lucas m'avait appelé, on s'était dit on va faire quelque chose sur la régénération. Et je lui ai dit écoute, je ne suis pas sûr que je suis la bonne personne. Je sais pas trop. La régénération, je connais pas trop. Tout ce qui est extraction, je connais. Tout ce qui est le nombre la quantité de flux qu'on consomme, ça je connais. Mais la régénération, je connais pas trop, quoi. Donc, est-ce que tu connais une personne, toi? Et on s'est laissé 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines pour maturer tout ça. On s'est rappelé et les 2 personnes, et lui et moi, on s'est dit Dominique Gauzin-Müller. On était les 2 d'accord, donc c'est parfait. Merci d'avoir accepté l'invitation.
Avec plaisir. Je voulais juste préciser que je suis certes commissaire de l'exposition Materia et des précédentes, mais je suis co-commissaire, c'est-à-dire que nous étions 4 et c'est très important parce que tout le travail qu'on fait autour du Terra Award, Fibra Award, Terra Fibra et maintenant Materia, c'est une super équipe avec à la fois l'équipe d'Amaco, l'équipe des grands ateliers, l'équipe du pavillon de l'Arsenal et puis depuis cette année pour le Materia, on a inclus la pierre et donc on travaille aussi avec les compagnons du Devoir et du Tour de France et on est vraiment ravis de le faire avec eux parce que pour nous, l'architecture, c'est bien sûr une conception par des architectes et des ingénieurs, mais aussi il y a les artisans et les entreprises qui le construisent. Donc je tenais vraiment à préciser ça. Je ne suis qu'un des maillons d'une grande chaîne et pareil pour la frugalité heureuse et créative, nous sommes 3 à avoir écrit ce manifeste à 6 mains. Je l'ai écrit avec 2 amis très, très proches de longue date, Alain Bornarel qui est ingénieur et urbaniste et Philippe Madec qui est architecte et urbaniste aussi. Et là encore, je pense que si on a créé ce mouvement, puisque aujourd'hui c'est un mouvement, la frugalité heureuse et créative, puisqu'on a plus de 17 000 signataires de 92 pays, c'est justement parce que ce n'est pas centré sur une personne, c'est vraiment quelque chose de très horizontal et c'est très joyeux comme ça. On va en parler dans un instant. Comme je disais, j'aimerais qu'on commence avec un diagnostic de la situation avant de se dire pourquoi vous avez créé ce mouvement, en quoi il nous permet aussi de répondre face au constat qu'on va faire ensemble. Je vais montrer quelques chiffres. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le secteur de la construction est responsable de, ici on voit 37%, mais en réalité c'est un peu plus, des gaz à effet de serre au niveau mondial. On le voit tant pour l'énergie pour chauffer nos bâtiments, mais aussi pour construire nos bâtiments. Et si on regarde, il y a aussi une petite partie qui est sur les infrastructures. Donc, si on compte aussi les routes, si on compte aussi les autres infrastructures, on serait à 40, voire 45%. Chauffer et de plus en plus rafraîchir. Tout à fait. Face aussi à un changement climatique, voilà, les besoins vont changer, mais aussi nos besoins énergétiques vont changer et peut-être nos bâtiments seront également inadéquats. Quand on voit ça, on comprend très vite que le secteur de la construction, c'est un poids lourd, quoi. C'est le plus grand. Après, il y a le transport et après, il y a un mix d'autres choses, quoi. Donc, si on doit changer quelque chose, on voit que le mode de chauffage, mais aussi le mode des matériaux de construction sont la première chose à changer, quoi. En fait, c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'il y a, surtout maintenant où on sait de mieux en mieux isoler les bâtiments, la proportion de ce qu'on appelle l'énergie grise est vraiment de plus en plus importante. C'est ça. Quand on s'était appelé pour préparer cet échange, on a un collègue commun, Guillaume Habert, qui montre que de plus en plus, au fait, l'énergie, enfin les émissions grises ou l'énergie grise des matériaux de construction dans les nouvelles constructions, ça devient de plus en plus important. La part de l'opérationnel diminue, mais on va mettre... Et c'est là où les matériaux régénératifs ont tout un sens. Si c'est pour isoler avec du plastique et du fossile, peut-être qu'on rate un tout petit peu notre coup. Un deuxième point que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est ce graphe-ci. Voilà, ça c'est la quantité de matériaux extraits au niveau mondial depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui. Au début du XXe siècle, on était en train d'extraire environ 8 à 9 milliards de tonnes par an. Aujourd'hui, donc ça s'arrête ce graphe en 2015, mais si on le projette jusqu'à aujourd'hui, en 2022-2023, on est à plus de 100 milliards de tonnes extraits par an. Si on divise par le nombre de personnes sur la planète, ça fait 12-13 tonnes par personne. Évidemment, nous ne sommes pas tous et toutes responsables de ces 12 tonnes ou de la même manière. Mais ce qui est le plus important à voir, c'est ici en gris, vous voyez que c'est les matériaux de construction qui composent plus de 50% de cette extraction. Alors que si vous regardez au début, avant la Seconde Guerre mondiale, ces matériaux de la construction, mais de l'inerte, du sable, du gravier, de l'argile, enfin tous ces matériaux-là ne composaient que très peu de notre économie. Donc on voit qu'avant et après la Seconde Guerre mondiale,
il y a eu un énorme changement dans notre manière aussi de construire. Il y a quand même aussi, il faut le dire, une très forte augmentation de la population. Je pense que ce serait bien aussi d'avoir cette augmentation-là parce que ça relativise quand même un petit peu. En fait, ce qui est intéressant, là, dans cette période-ci, on a eu une multiplication d'un facteur x12, x13 des matériaux extraits. La population au niveau mondial a augmenté d'un facteur 4,5, mais la population urbaine a augmenté d'un facteur 14. Donc, certes, ça a augmenté, mais c'est surtout les personnes qui habitent dans les villes qui ont fait aussi exploser ces matériaux de construction qui sont là pour les infrastructures, les bâtiments, tout ce qui nous entoure finalement. Et ça, c'est quelque chose qui n'a jamais existé dans l'histoire. Quand j'enseigne, je dis souvent à mes étudiants que quand mon grand-père est né, mon grand-père était agriculteur en Lorraine, quand il est né, il faisait partie de la majorité de la population, puisque la majorité des gens vivaient en zone rurale, et quand il est mort 103 ans plus tard, eh bien, il s'était inversé. Dans une vie d'homme, il y a eu ces changements, et je pense que ça montre à la fois les enjeux et la vitesse de ces transformations. Donc quand on parle de questions socio-écologiques, il y a une question de vitesse, mais il y a aussi une question d'ampleur, de masse, si on veut dire. Le prochain graphe ici que je voudrais montrer, cette fois-ci, ce n'est pas les flux qu'on est en train d'extraire de la planète, mais c'est plutôt les stocks, tout ce qui reste sur nos sociétés. Un stock, donc, c'est un flux emprisonné, tout ce que nous avons autour de nous. Aujourd'hui, on pèse en tant que société humaine, si on veut, 1000 milliards de tonnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chacune et chacun d'entre vous avait un sac à dos de 130 tonnes que vous baladez avec vous. Ces 130 tonnes, c'est la maison où vous habitez, c'est la route que vous empruntez, c'est le véhicule que vous avez, c'est toutes les infrastructures de transport qui sont partagées et qui sont subdivisées par personne. Et encore une fois, chacune et chacun n'est pas responsable de ces 130 tonnes. Des fois, des pays comme la France vont déjà avoir un stock, d'autres pays vont construire leur stock. Si on prend cet exercice en Afrique ou en Amérique latine, ça ne va pas être le même poids qu'un pays en Europe. Donc, j'aimerais avoir ton avis par rapport à cette massification aussi de notre société. Pas seulement la rapidité, mais aussi la taille, le poids de nos sociétés. Je pense qu'on est dans une société de plus en plus matérialiste et qu'il faudrait essayer de passer de l'avoir à l'être. Et c'est aussi ce qu'on essaye de faire avec notre association Frugalité Heureuse et Créative. Je pense qu'il y a à la fois beaucoup de responsabilités et qu'on a aussi une valeur d'exemple, nous, dans les pays industrialisés. Et il y a un livre que j'aime beaucoup, que j'ai lu pendant mes études d'architecture, qui est La convivialité d'Ivan Illich. Je pense qu'il faudrait le relire. Je conseille toujours à mes étudiants de le lire. En plus, c'est un livre assez petit, assez facile à lire. Et dans ce livre, il y a une phrase qui, moi, me marque beaucoup. C'est un livre qu'il a écrit en 1972. Et il dit « Il est de notre responsabilité de reconnaître nos erreurs et d'éviter que les autres fassent les mêmes erreurs. » Et au lieu de faire ça, on a au contraire poussé des populations dans le sud global à faire les mêmes erreurs que nous. Et je pense que c'était quelque part un peu criminel de faire ça. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est vraiment important de reconnaître nos erreurs. Tout à l'heure, Céline parlait d'humilité. La frugalité a beaucoup à faire aussi avec cette modestie, avec cette humilité. Nous avons fait des erreurs, reconnaissons-le, et aujourd'hui, il est plus que temps de les reconnaître et d'essayer de les réparer. Et ce mouvement pour les matériaux régénératifs, c'est aussi quelque part une réparation des erreurs qui ont été faites dans le passé. J'aimerais aussi quand même rappeler que la sédentarisation des nomades s'est passée il y a 10 millénaires, quelque part entre le Tigre et l'Euphrate, en Mésopotamie, et c'est là que
comme les nomades se sont sédentarisés, qu'ils ont éprouvé le besoin de construire leurs premiers habitats, qui ont d'ailleurs été construits avec les matériaux qu'ils avaient sous les pieds et à portée de main, essentiellement de la terre et aussi des fibres. Et 3 techniques de construction qui ont été créées à l'époque à base de terre et de fibres existent encore aujourd'hui et dans certains pays quasiment de la même manière. Ces 3 techniques, ce sont les adobes, les briques d'adobe, la bauge et le torchis. Si ça t'intéresse, j'expliquerai un petit peu tout à l'heure ce que c'est. Et en fait, il faut comparer ces 10 millénaires avec un siècle ou un peu plus d'un siècle de modernité, d'usage du béton armé et d'une certaine internationalisation de l'architecture, alors qu'avant, l'architecture vernaculaire était toujours adaptée à la fois au microclimat et aux ressources qui étaient disponibles à proximité. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on est à un moment où il faut retrouver le bon sens et le pragmatisme qu'il y avait dans les architectures vernaculaires, tout en conservant le progrès que nous a apporté l'époque moderne. Je ne dis pas que les modernes ont fait beaucoup d'erreurs. Je pense qu'ils ont essayé de résoudre les problèmes de leur époque avec les connaissances, les compétences et les matériaux de leur époque. Et je pense que, très sincèrement, il y a 100 ans, le béton apparaissait comme un matériau miraculeux. On sait aujourd'hui qu'il a aussi ses défauts et je pense qu'il faut arriver à reconnecter ces différents types de matériaux. Par exemple, je pense que le béton est un matériau trop précieux pour l'utiliser là où il n'est pas indispensable. Il faut qu'on puisse l'utiliser le plus longtemps possible pour les fondations, pour des grandes infrastructures. Et pour ça, comme le volume de granulats et de sable est limité, il faut réserver le béton et le ciment aux ouvrages où ils sont indispensables. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Non, mais j'ai trouvé ça super intéressant, l'aspect de dire que il y a 2 points. Premièrement, la trajectoire que nous avons connue, donc le secteur de la construction au niveau mondial, il est ce qu'on connaît uniquement. Ouais. Ça ne nous montre pas toutes les alternatives qui ont existé et qu'on a mis de côté ou qui existent encore et qui sont minoritaires. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est quand je regarde, par exemple, un nouveau graphe, cette fois-ci c'est la Chine et le modèle d'urbanisation chinois qui a copié un peu le modèle d'urbanisation européen, américain, australien, etc., etc. On a poussé à copier. Aussi, oui, pardon, non, mais c'est pas... il faut pas dénaturaliser tout ça, il faut dénaturaliser tout ça, ne pas montrer que c'est juste un hasard, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit ici en orange, c'est les matériaux de construction inertes, donc en gros du sable, du gravier, du béton, etc., etc. Et on voit la quasi-exponentialité de la chose. Et la question que je me pose, c'est on a encore plein d'endroits sur la planète où il y a cette tension de est-ce que ça va s'urbaniser, est-ce que ça ne va pas s'urbaniser, comment ça va s'urbaniser, avec quels matériaux, est-ce qu'on va suivre le même chemin, et un chemin de dépendance également. Donc comme tu dis, au fait, on a fait avec les moyens et avec le contexte. Aujourd'hui, le contexte est différent et on doit s'adapter. Donc si on voit, et le problème c'est que ça c'était pour la Chine, ça c'est pour la France. Nous, on a déjà notre stock, donc on continue à consommer de manière stable, mais c'est pour maintenir. Donc il y a un peu, une fois qu'on a construit le stock, on doit le maintenir. Mais pour les personnes qui n'ont pas leur stock, comment on le construit? Il y a un peu ces 2 enjeux-là, l'existant et le nouveau. Et j'aimerais bien savoir avec toi comment on résout ces deux choses, quoi. Comment tu vois cette équation? La première chose, c'est que il y a quand même encore à peu près 1/3 de la population mondiale qui vit dans des habitats en terre crue, en particulier en Chine, en Asie, en Afrique et aussi en Amérique latine. Donc, il y a quand même encore un potentiel où on peut éviter
que ces gens-là adoptent notre mode de vie très, très gaspilleur et très pollueur. D'un autre côté, avec la globalisation, avec Dallas, avec tout ce qu'ils voient à la télévision, c'est sûr qu'on leur vend un rêve, on leur vend une image et ils veulent avoir ce confort qu'ils voient et qu'on leur vante aussi avec la publicité. Donc, c'est difficile dans ces pays-là d'y aller et de leur dire que c'est formidable de vivre dans une maison, dans une case en terre. Parce que pour eux, le rêve, c'est le progrès. Et c'est des maisons en parpaing. Et c'est un problème auquel sont confrontés tous mes amis qui construisent dans ces pays-là, en particulier Anna Heringer. Elle passe énormément de temps à convaincre les gens de la beauté de leur architecture vernaculaire, de tous les avantages que ça peut apporter si on les construit avec les mêmes matériaux, mais avec des éléments plus contemporains. Par exemple, elle travaille beaucoup dans un village au nord du Bangladesh où on construit en terre traditionnellement, mais elle, quand elle construit là-bas, elle fait un socle en briques de terre crue, de terre cuite pour éviter les remontées capillaires. Elle met un film en plastique au-dessus de ce socle et qui fait une 50aine de centimètres, et c'est seulement après qu'elle construit en bauge, donc un mélange de terre prise sur le site et de paille qui est là-bas de la paille de riz, et ensuite elle fait une structure en bambou, mais ces bambous, elle les fait tenir avec des broches en métal et avec des liens qui sont à base de plastique, mais elle le fait de telle manière qu'après, elle pourra déconstruire et les réutiliser pour une autre structure plus tard. Et c'est juste en apportant ces éléments. Par contre, elle ne met pas du tout ni ciment ni chaux dans la terre pour qu'à la fin de vie du bâtiment, ce mélange terre-paille puisse retourner au sol. Et donc, avec quelques éléments très ciblés, on peut apporter de la modernité et plus de confort à ces matériaux. De la même manière, ce qui est vraiment écologique, enfin au départ, il y a 25 ans, quand j'en parlais à mes étudiants, je disais écologique, aujourd'hui je dis plutôt frugal. Donc ce qui est vraiment frugal, c'est d'utiliser la juste quantité du bon matériau au bon endroit. Donc j'ai déjà parlé de la nécessité ou de l'importance d'utiliser du béton, par exemple, pour les fondations, parce que même si on peut faire des pieux en bois, c'est quand même une toute petite proportion. Et pour le reste, si on a une structure en bois, par exemple, le fait d'utiliser des broches, d'utiliser des terrans métalliques peut permettre d'utiliser beaucoup moins de bois. Donc, il faut voir les choses vraiment très, très globalement. Mm-hmm. Tu as utilisé le mot « juste », je vais revenir explorer ça avec toi. Juste aussi pour continuer en ton sens par rapport à cet aspect rêver de la modernité, on en parlait avec Armelle Choplin par exemple sur le côté symbolique du ciment en Afrique, oui. Comment c'était assez marquant pour elle. Elle était arrivée pour faire un séjour académique au Bénin, et puis première chose qu'on lui dit, il y a un professeur qui part à la retraite, combien de sacs de ciment tu voudrais lui acheter pour cadeau de départ à la retraite? Donc il y a aussi des rapports anthropologiques, et c'est une valeur sûre, le ciment. Il y avait aussi des femmes qui achetaient des sacs de ciment pour les mettre de côté si elles se séparent de leur mari, au moins elles peuvent reconstruire par elles-mêmes. Enfin, c'est beaucoup plus que juste un matériau pour certains endroits, pour certaines personnes. Donc
voilà, il faut aussi qu'on comprenne que les matériaux ne sont pas que des matériaux, c'est aussi une anthropologie située. Tout à fait. J'aime beaucoup le livre d'Armel et j'aime bien aussi je raconte souvent cette anecdote avec le prof. D'ailleurs, Armel était présidente du jury du Materia Award. Donc on est très, très proches et j'espère qu'elle va participer aussi à la création du groupe Frugalité Romandie qu'on est en train de créer avec quelques collègues de Suisse romande. Donc voilà, on est très, très proches. Mais tu as tout à fait raison sur ce que le béton représente. J'ai un de mes étudiants qui faisait son diplôme sur l'Afrique et il disait dans les jardins, ils font aussi des tas de parpaings. Et plus le tas de parpaings est gros, plus on est riche et plus un jeune sera intéressant pour se marier avec lui. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est vraiment décisif dans certains pays. Oui. Un dernier point pour clôturer du coup notre aspect plutôt diagnostique et pour passer sur les matériaux régénératifs, comment ils sont régénératifs, comment les mettre en place, etc. etc. Ça serait donc dans le dernier rapport, donc le rapport du dernier volet, pardon, ça je vais sauter, c'est le GIEC, le volet 3 du GIEC, et le dernier rapport du volet 3 du GIEC. Il montre quelles sont les solutions qui permettent de réduire le plus les gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc vous avez au-dessus toutes les petites barres en bleu, jaune, etc., etc. Ça va être le solaire, l'éolien, etc., etc. Mais la nouveauté de ce nouveau rapport, c'est que tout en bas, nous avons une petite bande qui parle du potentiel de réduction des gaz à effet de serre grâce à la demande. Ouais. La demande, en d'autres mots, c'est comment on peut être sobre et comment réduire les gaz à effet de serre grâce à la sobriété. On en parlait tout à l'heure. Aussi, Yamina Saeb, qui était passée sur ce podcast, avait parlé de comment elle a introduit la thématique de la sobriété dans ce nouveau rapport du GIEC. Et on voit tout en bas le potentiel d'abattre les gaz à effet de serre grâce à la sobriété dans le bâti, dans les bâtiments, c'est 66%. Donc on pourrait réduire de 2/3 les gaz à effet de serre des bâtiments grâce à la sobriété. Quand on voit ça, c'est un vent d'optimisme, je trouve. Bon, et d'un autre côté, il ne faut pas être dupe, il ne faut pas être naïf. Il y a aussi d'autres forces contraires dans l'autre sens. Mais quand on parle de sobriété, toi, tu entends quoi ou qu'est-ce que ça te dit, la sobriété? Alors, déjà, tu as parlé de Yamina Saeb, qui est une copine aussi, que nous avions invitée lors de nos dernières rencontres de la frugalité à Nancy. Elle a parlé relativement au début et elle a un peu sapé le moral à tout le monde. Alors moi, je ne l'ai pas écoutée parce que je m'occupais de son petit garçon. Elle m'avait dit, je ne viens que si tu t'occupes de mon petit garçon. Et après, des amis de la frugalité m'ont dit, on trouve étonnant, vu tout ce qu'elle raconte, qu'elle ait un enfant, parce qu'elle nous annonce un peu la fin du monde. Je suis vraiment très reconnaissante à Yamina, que je côtoie depuis longtemps à l'association Négawatt, puisque je fais partie, c'est une de mes autres casquettes, du groupe d'experts de Négawatt depuis une vingtaine d'années. Enfin, c'est vraiment juste incroyable qu'elle ait réussi, après avoir énormément lutté, à introduire la sobriété dans le rapport du GIEC. Alors, la sobriété, pour moi, c'est deux choses. C'est à la fois justement le travail qu'on fait à Négawatt depuis plus de 20 ans maintenant pour développer des stratégies pour une autonomie énergétique de la France. Alors au départ c'était 2030, maintenant c'est 2050, justement à travers la baisse des besoins par la sobriété, et ça concerne surtout les comportements. Ensuite, par l'efficacité énergétique des appareils, des installations. Et quand on aura assez baissé les besoins,
à ce moment-là, on pourra les couvrir avec des énergies renouvelables. Mais aujourd'hui, si on continue sur la courbe des besoins qu'on a actuellement, on ne pourra pas les couvrir par des énergies renouvelables. Donc c'est pour ça qu'il est tellement important d'avoir cette sobriété. Et l'autre manière d'aborder la sobriété, c'est la sobriété heureuse dont parlait Pierre Rabhi, qui est une approche moins scientifique, une approche plus philosophique, et lui le faisait en tant qu'agriculteur, puisque c'est le chantre de l'agroécologie, et je pense qu'il y a vraiment ces deux moyens. Oui, ces deux manières d'aborder la sobriété. Et si nous, on a choisi de ne pas utiliser le mot sobriété, mais le mot frugalité, c'est parce que pour nous, la frugalité, c'est la juste utilisation des fruits de la terre. Frugalité, ça vient de frux, frugis, qui veut dire le fruit en latin, et c'est pour ça que c'est un mot qui se décline très bien dans la plupart des langues européennes, en Espagne, en Italie, même en frugalité en allemand, frugality en anglais. Et pour nous, cette frugalité, elle est à la fois heureuse parce que elle part d'un élan généreux à la fois envers les futures générations et aussi envers le Sud global. Et elle est créative parce qu'elle nous oblige à prendre d'autres chemins. Et je pense que, moi, il y a 40 ans, tu l'as dit, que je travaille sur ces sujets, même un peu plus. Et ce qui est décisif pour moi, c'est que si on n'a pas cet élan généreux aujourd'hui, on devra le faire de toute façon, par obligation. Et plus ce sera une obligation, plus ce sera douloureux. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut le faire d'une manière volontaire et joyeuse. Et donc en fait, quand on c'est très intéressant parce que donc notre mouvement s'appelle Frugalité heureuse et créative dans l'architecture et le ménagement. Nous, on ne parle pas d'aménagement, mais de ménagement des territoires urbains et ruraux. Et il y a des gens qui viennent vers nous pour le mot frugalité, d'autres qui viennent vers nous pour le mot heureuse et d'autres qui viennent vers nous pour le mot créative. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir les trois ensemble pour montrer que la frugalité ou la sobriété, ce n'est pas une punition, ce n'est pas un retour à la bougie, ce n'est pas une perte, ça peut être aussi un gain et c'est avant tout un gain en solidarité, un gain en participation et je crois que les gens qui viennent à nos rencontres, par exemple, ce qu'ils apprécient aussi, c'est le côté joyeux de nos débats et surtout le côté bienveillant. Donc ici, je pense que ce qui est intéressant, évidemment, on va parler des matériaux régénératifs, mais questionner nos besoins et peut-être en amont également, quoi. Évidemment, on peut toujours s'adapter, on peut toujours changer, mais questionner nos besoins peut nous permettre plus facilement par après faire tout le reste. C'est juste, faisons une priorisation des choses. Tu mentionnais également des différentes rencontres que vous faites. Les prochaines auront lieu à Saint-Ouen, dans la Serre, à la fin du mois de septembre. Oui, tout à l'heure, tu as dit, et ça m'a fait plaisir, que tu as invité des chercheurs. Et en fait, je suis chercheuse et je suis même doctorante, puisque le jour de mes 60 ans, il y a 5 ans maintenant bientôt, j'ai décidé de faire une thèse de doctorat justement autour de l'architecture frugale et autour de ce que j'ai appelé les écosystèmes conviviaux. Parce que tous les bâtiments ou les projets frugaux qu'on a, que ce soit de l'architecture ou du ménagement des territoires, donc de l'urbanisme ou des projets de paysage, c'est des projets qui ont été conçus et réalisés par des équipes très, très soudées. Et je pense qu'on doit vraiment revenir à ça. On parlait de l'architecture vernaculaire tout à l'heure. Là encore, c'était très
entre le concepteur, enfin celui qui imaginait et celui qui réalisait, c'était parfois la même personne ou les mêmes équipes. Et aujourd'hui, la complexité fait que le nombre d'intervenants dans un bâtiment est beaucoup plus important, mais il est très important que tous ces participants se regardent les yeux dans les yeux, qu'il n'y ait pas celui qui imagine, l'architecte qui fait un geste et après il y a des centaines de personnes qui veulent réaliser ce geste, mais que ce soit un processus holistique, un processus participatif pour que tout le monde aille vers ce projet-là. Et donc dans le cadre de cette thèse de doctorat, j'ai développé les 4 principes, ce qui sont pour moi les 4 principes de la frugalité, Alain ou Philippe le dirait peut-être un petit peu différemment. Pour moi, il y a à la fois une réduction de tout ce qui est matériel, c'est-à-dire une réduction dans l'usage des sols, une réduction dans l'usage des matériaux et une réduction dans l'usage de l'énergie. Et parallèlement à cette réduction, il y a une augmentation, il devrait y avoir une augmentation des relations humaines dans le cadre de cet écosystème convivial qui fait que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice, ou son son bout de bois ou son bloc de terre. Et je pense que c'est véritablement important parce que vu l'enjeu énorme qui est tout simplement l'extinction de nos sociétés, il faut que tout le monde participe au mieux de sa forme, au mieux de ses compétences, et on ne peut faire ça que si on est respecté. Et c'est pour ça que je dis toujours que la main parle aussi directement au cerveau, que le cerveau parle à la main, et il faut absolument revaloriser les métiers manuels. Juste avant, tu avais présenté nos livres. Oui, donc pour essayer de convaincre un maximum de personnes, on a lancé cette collection de livres, la collection Architecture frugale, et on est en train de faire un tour de France depuis 2021 des bâtiments et des projets de ménagement du territoire frugaux. On a commencé par le Grand Est, et donc depuis on a Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes. Bretagne est sortie en novembre dernier. Provence-Alpes-Côte d'Azur vient juste d'être imprimé. Je ne l'ai pas encore eu dans les mains. Si quelqu'un est intéressé, j'ai apporté celui sur la Bretagne. Vous pourrez jeter un œil. Et donc, on présente dedans entre 20 et 28 projets. 28, c'était en Nouvelle-Aquitaine, qui est une grande région et où le jury avait du mal à choisir. Là, on va signer bientôt une convention avec le Conseil national de l'Ordre des architectes pour qu'il nous aide à faire les plus petites régions, puisqu'on a fait les plus grandes régions, celle où il y avait le plus d'architectes, plusieurs milliers d'architectes, et des régions relativement riches. Et pour faire les petites régions avec seulement quelques centaines d'architectes, la Normandie, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire et la Corse, et Antilles, Guyane et Mayotte, la Réunion, là, on va avoir ce soutien pour pouvoir en faire aussi. Et à chaque fois, ça donne là aussi l'occasion d'un de mes écosystèmes conviviaux. Et certains livres ont été accompagnés aussi d'une exposition qui tourne dans les CAUE, puisqu'on essaye vraiment d'impliquer tous les acteurs du bâtiment, les centres de ressources du réseau bâtiment durable, les CAUE, les parcs naturels régionaux, tous les gens qui ont à voir justement avec ces matériaux régénératifs, puisque parfois c'est un parc naturel régional qui soutient une filière pierre ou une filière terre, parfois c'est le CAUE selon les contextes. Donc ici on avait vu qu'il y avait 4 principes de la frugalité. On va passer très rapidement sur le sol et l'énergie pour pouvoir se concentrer sur les matériaux, ouais, évidemment. Et il y a aussi ce dernier point sur les processus, qui serait intéressant qu'on regarde. Donc très rapidement, on va passer sur les sols. Oui, donc... alors ça c'est vraiment...
pour nous, l'indispensable changement de paradigme commence avec la question faut-il encore construire? Alors ça paraît un petit peu bizarre de la part d'architectes, mais on a fait au congrès de l'UIA l'année dernière, il y a 2 ans, un manifeste qui s'appelait To Build or Not to Build, qui a eu son petit succès. Et en fait, la frugalité en sol, elle commence par la transformation de l'existant. Tout à l'heure, tu parlais des stocks. Il y a un énorme stock en friche urbaine on peut vraiment transformer. Il y a des friches militaires, des friches portuaires, des friches industrielles, bien sûr, aussi des friches administratives. Et il y a des projets magnifiques qui sont faits à partir de là. Cet exemple que tu as choisi, c'est la réhabilitation d'un immeuble. Donc ça, c'est un extrait. Les images et le témoignage est tiré du livre sur la Nouvelle-Aquitaine. En partant du constat que 23% du bâti du canton des Moutiers est vacant, j'ai choisi de m'installer en centre-bourg et de travailler sur le bâti ancien, à la fois économe en espace et en matériaux. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Toujours dans cet ouvrage sur la Nouvelle-Aquitaine, on a un autre projet, et là c'est le maire qui nous dit, qui m'a dit quand on préparait le livre, on a décidé de ne pas démolir ce qu'on n'était pas sûr de reconstruire avec une meilleure qualité. Et je trouve que c'est formidable qu'on ait des élus, qu'on ait des maîtres d'ouvrage qui soient assez clairvoyants pour se rendre compte qu'aujourd'hui, on ne construit pas forcément mieux qu'au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle, en tout cas en ce qui concerne l'enveloppe. Et des enveloppes anciennes, on peut aussi les améliorer thermiquement. Ouais. On va passer sur celle-là qui est aussi en Île-de-France, mais bon, il y a énormément de ça, c'est un enjeu absolument énorme, puisqu'on a à peu près 4 millions de mètres carrés de bureaux vacants en Île-de-France, et on a besoin d'à peu près la même surface de logement. Alors, je ne suis pas naïve, je sais bien qu'on ne peut pas transformer tous les bureaux en logements, mais je pense que si au moins on s'attachait à cette tâche, on pourrait vraiment améliorer la situation de beaucoup de gens qui sont à la recherche d'un logement décent. Pareil sur l'énergie, encore une fois, on va passer, mais voilà, il y a juste un exemple ici, par exemple, pour le confort d'été, j'ai trouvé ça aussi intéressant, comme tu disais, au fait, nos besoins vont changer, et on doit aussi réfléchir comment réduire notre énergie, mais aussi pour le refroidissement. Oui, et là, c'est un projet aussi intéressant parce qu'il combine énergie et biodiversité. Alors là, ça a été fait juste après la réception, donc les arbres sont petits, mais ils ont mis des arbres à la fois dans la cour intérieure et côté extérieur, côté rue, et déjà par essence, c'est un programme qui est frugal puisque pendant l'année universitaire, c'est une résidence étudiante, et pendant l'été, ce sont des logements des logements touristiques. Et maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, qui sont les matériaux. Il y a les deux familles, il y a le biosourcé et le géosourcé. Oui. Dans le biosourcé, il va y avoir le bambou d'un côté, et puis on va avoir tout ce qui est plus dans nos latitudes, le bois, la paille, le chanvre, le chaume aussi. Et d'un autre côté, les matériaux les géosourcés avec la pierre et la terre crue. Avant de rentrer dans les détails, il y a plein d'exemples, on va voir lesquels on aura le temps de montrer, mais dans les grandes lignes, on parle régénération, matériaux régénératifs. Qu'est-ce qu'il y a de régénératif dans ces matériaux si on doit faire cette opposition avec aujourd'hui et nos procédés de construction aujourd'hui? Oui. Alors, effectivement, il y a les matériaux biosourcés et les matériaux géosourcés, mais avant, il y a les matériaux de réemploi. C'est-à-dire que d'abord, on essaye de voir si, quand on a un bâtiment vacant, on peut le transformer
soit avec le même usage, soit avec un autre type de programme, soit avec des programmes mixtes. Et si ça n'est pas possible, eh bien, l'étape suivante, c'est de le déconstruire pour pouvoir réutiliser les matériaux. Et je pense que le réemploi, depuis la magnifique exposition de l'agence Encore Heureux au pavillon de l'Arsenal il y a une dizaine d'années, qui s'appelait Matière Grise, je pense que c'est la filière qui a monté le plus, entre autres aussi grâce à Bellastock, grâce à des équipes qui travaillent vraiment d'une manière très intelligente, très créative là-dessus. Et ça, c'est aussi un énorme potentiel. Et c'est un potentiel aussi local, puisque ces matériaux, qui soient biosourcés, géosourcés ou de réemploi, on doit favoriser les matériaux locaux, et il y a de plus en plus de plateformes qui se créent dans les différentes régions, et je pense que ça a un vrai avenir, de ne plus faire des très grandes plateformes, mais de faire des plateformes plus petites à différents endroits sur le territoire. Les matériaux régénératifs, et c'est aussi la manière dont le voit Guillaume Habert, notre ami commun qui dirige la chaire de construction durable à l'ETH, l'École Polytechnique de Zurich. Et il a un master, un CAS sur ces sujets que je l'ai aidé à constituer il y a quelques années. Il parle à la fois des matériaux de réemploi, des matériaux biosourcés et des matériaux géosourcés. Alors, ces différents matériaux ne sont pas régénératifs de la même manière. La terre, elle est régénérative parce qu'on peut la prendre, pas toujours, mais on essaye de la prendre sur le site même ou à proximité du site. Par exemple, de la terre de carrière. Quand il y a des carrières de pierre, il y a aussi ces espèces de poudre qu'on peut aussi utiliser en partie dans la construction. Et ensuite, en fin de vie, on peut remettre la terre dans le sol. Donc la terre, elle est régénérative, surtout dans ce sens-là. La pierre, elle est régénérative dans la possibilité qu'elle offre de réutilisation. On sait que Rome est construite avec des pierres du Colisée, et pratiquement, beaucoup de nos monuments ont été aussi faits en partie avec des pierres de monuments précédents. Donc là, on a le même bloc de pierre, et on l'utilise d'un bâtiment sur l'autre au cours des siècles. Le bois, lui, est régénératif parce que il pousse, mais il est régénératif sur une longue période. Et en plus, son avantage, c'est qu'il pousse en captant du CO2. Donc, quand on utilise du bois dans la construction, on a capté du CO2, et on stocke du CO2 quelque part dans le bâtiment. Mais le bois, il faut, selon les essences, un certain nombre d'années, ou un nombre d'années qui peut être important pour qu'il arrive à maturité, pour qu'on puisse l'utiliser dans la construction. Si c'est de l'eucalyptus, c'est à peu près 25 ans. Si c'est un résineux, ça va être 45 à 60 ans. Et si c'est du chêne ou d'autres feuillus, là, ça va être plutôt 80 ans, 100 ans. Donc, c'est régénératif, mais je dirais à long terme. Mais après, on peut aussi le réutiliser sur d'autres bâtiments. Il y a des exemples, justement, dans l'exposition Materia ou dans l'exposition Terra Award aussi, là-dessus. Et les autres, et c'est pour ça que Guillaume insiste énormément là-dessus, les autres matériaux biosourcés sont des matériaux qui sont annuellement régénératifs. Entre-temps, il y a le bambou qui, lui, a besoin de 4 à 6 ans. On en a un petit peu en France, mais vraiment pas beaucoup. Peut-être qu'on pourra arriver à le faire pousser, mais sur les 1000 essences de bambou, il y en a que quelques-unes qui sont vraiment bien aptes à la construction. Et les autres matériaux, la paille,
le chaume qu'on peut faire à partir de roseaux, mais aussi à partir d'autres matériaux. On peut faire aussi du chaume avec des feuilles de bananier, des feuilles de palmier, etc. Mais chez nous, c'est surtout du roseau ou de la paille de seigle quand il n'y a pas de zone humide. Ou le chanvre, par exemple, c'est renouvelé annuellement. Et la France, c'est pas pour rien que la France est à la fois pionnière sur la construction en chanvre et sur la construction en paille. Et je veux dire pionnière non seulement en Europe, mais même dans le monde. C'est déjà parce qu'on a la ressource. Parce que la paille est un coproduit de l'agriculture et la chènevotte qu'on utilise dans le béton de chanvre, c'est aussi un coproduit de la culture du chanvre. Et quand je dis que la France est pionnière, c'est que en 2012, quand le réseau français de la construction en paille, qui fait un travail admirable vraiment, a lancé les règles professionnelles de la construction en paille, on avait en France à peu près 500 bâtiments isolés en paille, essentiellement des maisons autoconstruites. Et à partir du moment où on a eu les règles professionnelles, il y a eu un bond énorme parce que le RFCP a compris que la stratégie, c'était aussi la formation. Donc, ils ont fait des formations pro-paille pour les charpentiers, pour les étudiants en architecture, pour les architectes. Et donc, le nombre de personnes formées a explosé. Et aujourd'hui, on a plus de 10 000 bâtiments isolés en paille, dont des milliers de bâtiments qui sont des bâtiments publics d'envergure. Le plus grand, c'est 15 000 mètres carrés vers Nantes. Donc, là, on a vraiment fait un saut. Et pour faire ce saut, la stratégie, c'est les règles professionnelles et la formation. Et les expositions et les livres que nous avons publiés avec les équipes du pavillon de l'Arsenal, d'Amaco, des grands ateliers et les compagnons sont aussi là pour montrer des exemples que nous trouvons inspirants avec tous ces matériaux régénératifs. Et on a cette fois-ci, on ne l'avait pas pour les autres prix, mais pour ce prix-là, on a vraiment mis l'accent aussi sur les transformations de l'existant. Donc on a à peu près un quart des bâtiments qui sont des transformations. Et donc, on a aussi, par exemple, un bâtiment qui s'appelle la Bricole, où on a du béton de chanvre recyclé, enfin du béton de chanvre avec un tiers à peu près de béton de chanvre recyclé. Donc on essaye de montrer justement les liens entre frugalité et matérias sont très étroits, pas seulement à cause de moi, et à ce moment-là, on essaye de donner envie. Et l'exposition Materia, elle était à Césure il y a quelques semaines, pendant 5 semaines. Là, je suis vraiment ravie. Merci beaucoup à toute l'équipe de Léonard d'avoir rendu possible qu'elle soit là pendant 3 jours. Et elle va itinérer. On a déjà une vingtaine de demandes. Et l'exposition précédente sur du Terra Fibra a été présentée déjà dans une 50aine de lieux sur 3 continents. Et le Terra Award, pareil, une 60aine de lieux sur 3 continents. Donc on est vraiment heureux de montrer tous ces exemples. Et ce que je trouve intéressant, pour moi, la phrase la plus importante depuis les années 70, c'est penser global, agir local. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire qu'avec la série des Materia, on montre des projets dans le monde entier, alors qu'avec notre série de la collection Architecture frugale, là, on montre au contraire des projets régionaux. Et on voit que ça marche dans les 2 cas, avec des projets qui sont dans les 2 cas tout aussi inspirants. Évidemment, on avait prévu pas mal de slides, mais on va être frugal en termes de les montrer, parce qu'on n'aura jamais le temps de bien passer le temps et rendre justice à chacun de ces projets-là. On va pouvoir peut-être les partager avec vous après en aval. Ce que je voulais souligner ici... et puis il y a l'exposition en bas. Et il y a l'exposition. Donc je vous invite à aller voir, et je serai là pour vous faire la visite. Quand tu parles de régénératif, pour moi, il y a certains points qui semblent être importants. Tu as parlé des différents matériaux biosourcés
qui ont un différent laps de temps pour qu'ils deviennent régénératifs. Donc on doit se rendre compte que le régénératif, il se fait uniquement si on laisse le temps, et le temps propre aux matériaux. Deuxième chose, c'est le lieu. D'où est-ce que ça vient? Est-ce qu'on régénère l'écosystème local? Est-ce qu'on est en train de détruire? Est-ce qu'on internalise ou externalise les problèmes? Et il y a aussi le process, comment on le fait, quels sont les savoirs, quelles sont les compétences à acquérir, etc., etc. Et pour moi, il y a aussi un autre aspect, quand je fais ces dialogues, ces podcasts, il y a par exemple d'autres personnes qui parlent du rebouclage des cycles d'azote et de phosphore dans les territoires. Surtout les excréta humains, au lieu d'avoir de l'eau potable pour tirer la chasse d'eau sur l'urine, réutiliser l'urine par exemple pour fertiliser les champs. Et comme ça, on pourrait penser, tiens, on utilise moins d'énergie pour assainir l'eau, on l'utilise directement dans le champ, on utilise moins d'énergie pour des engrais azotés, donc réduction d'énergie. En même temps, ça crée du blé. Ce blé, on peut se nourrir, mais aussi créer de la paille. Avec la paille, on isole les bâtiments. Enfin, voilà, il peut y avoir aussi, quand on parle de régénération, je pense qu'on doit aussi réfléchir sur plein de cycles en même temps. Pas seulement le carbone qui nous obnubile, mais aussi plein d'autres cycles. Et quels sont les co-bénéfices au final grâce à cette régénération? Oui, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une approche holistique qui doit tenir compte aussi du cycle de l'eau, de la biodiversité, qui devrait nous inquiéter plus qu'elle ne le fait, parce que c'est pas en mettant quelques ruches sur les toits qu'on va résoudre le problème des abeilles, qui est un problème vraiment très, très profond. Einstein le disait déjà. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Et petite anecdote pour terminer, on est en train de construire avec mon mari notre maison de retraite. Alors oui, on aurait pu transformer une maison, mais dans un couple, on est deux, et mon mari voulait une maison neuve. Donc voilà, là je ne suis pas très frugale. Par contre, c'est une maison qui va être construite avec une ossature en bois, une isolation en paille. Au milieu, il y aura un grand mur en pisé qui va être fait par mes amis d'Amaco. Ce sera une maison sans chauffage et sans climatisation, où on a travaillé sur la ventilation naturelle, parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important qui va le devenir de plus en plus. Ça se trouve à côté de Rocamadour, dans le Lot, et on peut avoir 40 degrés l'été. Et on veut être aussi autonome que possible en énergie avec des panneaux solaires sur tout le pan sud, et avec cette idée de faire une coopérative aussi pour les voisins, des grandes citernes pour l'eau de pluie, et puis une serre et des bacs potagers pour être aussi autonome que possible aussi en alimentation. Et on le fait en permaculture, parce que ce dont tu parlais aussi tout à l'heure, il y en a qui parlent de permarchitecture, et c'est le même principe. Essayer de voir comment essayer d'être aussi frugal que possible sur tous les plans. Et je n'ai pas de voiture, et je suis végétarienne depuis 20 ans. Donc j'essaye à ma petite échelle d'être conséquente aussi, parce que je crois que c'est peut-être la chose la plus importante, c'est d'être conséquent. Mais de le faire d'une manière joyeuse. Je vois que notre temps commence à s'écouler. Est-ce qu'il y a peut-être une recommandation, que ce soit de lecture, de film ou quelque chose que tu aimerais partager avec l'auditoire pour continuer dans ces questions-là de matériaux régénératifs? Peut-être Toucher Terre, le film qui a été fait récemment par mes amis d'Amaco avec l'équipe du Lierre. C'est un film qui tourne pas mal, et Toucher Terre, c'est quelque chose d'important. Toucher, c'est important. J'ai oublié de le dire jusqu'à présent, mais ces matériaux qu'on trouve sous nos pieds et à portée de main, ce sont des matériaux qui ont des qualités haptiques, qui nous rapprochent de la nature, qui nous rapprochent de notre être profond, et qui nous font sentir qu'on fait partie de ce grand tout du vivant avec un grand V. Un grand merci, Dominique. Et un grand merci à vous tous et toutes.
Voilà, vous voyez comment un podcast est fait, les coulisses de tout ça. Si vous avez apprécié ce type de podcast, on a parlé de Yamina Saeb, on a parlé de Guillaume Habert, on a parlé de plein de personnes. N'hésitez pas à regarder ces épisodes également. Merci. Merci à tous les deux, merci beaucoup.